Bonjour, je suis Nicolas Delemos, érudit de l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1943, renaissance de l'armée de l'air. Titre très provocateur, je vous le concède, et injuste. Injuste car il ferait abstraction des combats des forces aériennes françaises libres, post-1940-1943, ou des combats de l'armée de l'air, que ce soit de 1939 à 1940. Injuste, effectivement. Pendant ces 30 minutes, nous allons parcourir 1939 justement, 1940, 1940 jusqu'à 1943, que ce soit les forces aériennes françaises libres ou l'armée de l'air de Vichy. Puis nous parlerons de cette renaissance, de la fusion entre ces deux armées en 1943 pour finir en 1945. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, je me présente, je suis Nicolas Delemos, passionné de l'histoire de l'aviation depuis ma tendre enfance. Je vous présente aujourd'hui 1943, Renaissance de l'armée de l'air. Titre, je vous le concède, très provocateur, car ce serait faire abstraction de l'armée de l'air de 1939 à 1943. Cette armée de l'air était bien présente durant la drôle de guerre, la campagne de France, les FAFL et l'armée de Vichy, j'y reviendrai. Ma présentation sera la suivante. Dans un premier temps, un rappel historique, la reprise de la lutte, la situation en 43, la conférence d'Anfa, la méfiance, le lien de l'Est, doctrine et organisation, la formation, que ce soit chasse, bombardement, transport, etc., les opérations, un petit focus sur le Normandie-Niemen qui, je vous le concède aussi, est un peu hors sujet, mais je pense que c'est intéressant d'en parler, et une conclusion. 3 septembre 1939. La France et l'Angleterre déclarent la guerre au Troisième Reich qui vient d'attaquer la Pologne le 1er septembre. Le 8 septembre, les Curtiss H-75 du groupe de chasse 1-4 obtiennent les deux premières victoires de la chasse en battant 2 Bf-109, tandis que le même jour, l'armée de l'air enregistre son premier avion abattu par la Flak au-dessus de l'Allemagne. C'est un Muro 115 du groupe aérien d'observation 553. Jusqu'au 10 mai 1940, et l'attaque à l'ouest de l'armée allemande, court la période de ce qu'on appellera la drôle de guerre, pendant laquelle les deux camps se guettent et les affrontements aériens sont plutôt rares. Au total, ce sont 82 victoires qui furent revendiquées par l'armée de l'air pendant cette période. Le nombre de victoires obtenues par l'armée de l'air entre 1939 et 1940 a souvent fait polémique, et le chiffre des 1000 victoires a toujours été très contesté. Ce bilan est pourtant explicable, même si la manière dont il a été construit est plutôt optimiste. Pour ma part, et ça n'engage que moi, en prenant le problème à l'inverse, c'est-à-dire du point de vue de la Luftwaffe, l'étude des listes des pertes et des causes de ces dernières durant la campagne de France donne aux alentours de 840 appareils descendus, DCA, chasse française, britannique, belge et hollandaise. Ce chiffre est la fourchette haute. En effet, il inclut le statut de Humenkamp, raison inconnue. Vous m'excuserez de mon allemand. Ces termes étaient utilisés pour toute autre cause qu'un accident avéré. Quant à la part de la chasse française, la vérité doit se situer entre 400 et 450. Mais ne nous laissons pas berner par des valeurs absolues. En effet, ce chiffre dépassait de loin les prévisions de l'état-major de la Luftwaffe, qui tablait sur une prévision de 300 appareils. Ce nombre a été bizarrement calculé en fonction de la production aéronautique germanique. Pas très scientifique comme méthode. Bref, la campagne de France a amputé l'aviation allemande des moyens qu'elle ne put remplacer totalement avant la bataille d'Angleterre. C'est surtout cela qu'il faut retenir. Le 14 juillet 1940, le général de Gaulle passe en revue les troupes de cette nouvelle armée. 25 légionnaires, une section de chars de combat, 30 marins et 40 aviateurs environ. Le flux des Français qui rejoignent l'Angleterre n'est qu'un mince filet de comparaison de ceux qui recherchent à retourner en France. Ce n'est pas facile de déserter, car rejoindre le général de Gaulle, c'est devenir un rebelle, entrer dans l'illégalité. C'est la suppression de la solde pour les familles, la perte de la nationalité française. Cette perspective, si la guerre dure longtemps, d'être séparé de sa patrie, de sa femme, de ses enfants, de sa maison. Si l'Angleterre tombe, c'est la prison, la dégradation, le déshonneur, et peut-être même fusillé. Les hommes courageux au combat ne veulent pas devenir des hors-la-loi. Le dilemme est là. Suivre des Anglais qui, dans l'esprit de beaucoup, a volontairement sacrifié les Français à Dunkerque. Le 3 juillet, c'est une terrible tragédie qui tombe sur Mercey-le-Kébir. Les Français présents en Grande-Bretagne lisent dans la presse d'insolents communiqués de victoire. Et peu après, le général de Gaulle affirme qu'il condamne ce geste, mais qu'il comprend la raison des Britanniques. Les plus hésitants rejoignent la France. En décembre 1940, 7000 personnes, dont 500 FA-FL, sont aux côtés du général de Gaulle. Le bilan de ces forces aériennes françaises libres à la fin de la guerre, ça va être 121 compagnons de la Libération, 5 unités qui est faite compagnons de la Libération. L'escadrille française de chasse numéro 1, le groupe de chasse Alsace, le groupe de chasse Île-de-France,
le groupe de chasse Normandie-Niemen et le groupe de bombardement Lorraine. 60% du personnel navigant disparu, 500 morts, 152 prisonniers. De juillet 40 à juillet 43, le taux de perte dans les unités FAFL avoisinait les 40% pour le personnel navigant. La commission d'armistice stipule que les avions français doivent recevoir sur le nez et la gouverne les rayures jaunes et rouges du déshonneur. L'armée d'armistice, c'est en 1941 au minimum, hors gendarmerie, 550 000 hommes avec les colonies, dont 80 000 hommes dans l'armée de l'air de Vichy. Petit rappel, les forces aériennes françaises libres à la même époque, c'est 500 hommes. 500 hommes contre 80 000 hommes. C'est un entraînement rudimentaire. C'est la campagne de Syrie, de mai à juin 41. C'est un affrontement où la France de Vichy va abattre 15 avions britanniques. C'est aussi la perte pour le groupe de chasse 3-6 de 8 de Hautine 520 détruits. La renaissance de l'armée de l'air est, je le concède, un titre provocateur comme je disais au début de cette conférence. J'ai utilisé cette expression car elle représente le retour de l'aviation d'Afrique dans le giron des Alliés, son réarmement par ceux-ci et sa reprise des combats contre l'Axe. Elle est toutefois non seulement fausse, mais aussi injuste. Injuste car la lutte contre l'ennemi n'a jamais été abandonnée, car ce serait peu des cas des forces aériennes françaises libres qui n'ont cessé de se battre depuis juin 40 en Grande-Bretagne, en Libye et sur bien d'autres fronts. L'armée de l'air n'a sans doute jamais traversé de moments aussi noirs et difficiles. Jamais, dans sa très brève histoire, moins de 10 ans, après avoir accédé à l'indépendance, elle ne se retrouve confrontée à tant de défis d'une aussi grande ampleur. La situation en 1943. Le 1er juillet 1943, les forces aériennes françaises libres s'unissent avec l'armée de l'air légaliste du régime de Vichy en Afrique du Nord. Les forces aériennes françaises deviennent officiellement l'armée de l'air française, avec pour mission la victoire finale sur l'Allemagne nazie. Mais revenons en arrière si vous le voulez bien. Lorsque commence l'opération Torque, le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent au Maroc et en Algérie. L'armée de l'air, fidèle à Vichy, réagit violemment. Ce sera le dernier barreau d'honneur de l'armée légaliste. Les combats sont brefs, mais meurtriers. 23 aviateurs vont périr et 10 seront blessés. Sur les 700 appareils en service le 8 novembre 1942, 472 sont détruits, quelques dizaines en combat aérien, mais la plupart au sol, pour 67% d'entre eux. Le 6 novembre 1942, un avion de reconnaissance de l'armée de l'air est abattu. Le 8 novembre, 17 avions abattus pour 8 chasseurs perdus. Le 9, 5 avions abattus en combat aérien et 47 détruits au sol. Le 10, il y a un accord entre les deux adversaires. À lui seul, le groupe de chasse 2-5 compte 10 chasseurs abattus en 2 jours. Vous allez me dire pourquoi un combat si violent? Premièrement, un sentiment anglophobe, surtout depuis Mercel-Kébir, à un tel point que les avions britanniques engagés dans l'opération Torque sont aux couleurs américaines, afin d'éviter de trop vives réactions de la part des pilotes français. Le général Meningel, officier de haut rang, brillant, cultivé, ombrageux et entier, légaliste et anti-allemand. Il prend le commandement le 9 août 1941 de l'armée de l'air en Afrique du Nord. Il est convaincu de faire son devoir, tant au regard de son pays qu'envers son armée. Nous avons aussi une aviation désuète. Malgré la pugnacité et l'agressivité des pilotes français, ils n'avaient pas perdu de leurs mauvaises habitudes, d'après les comptes rendus des combats des pilotes américains. Les tactiques de combat ont 2 ans. C'est trop vieux. Une absence de discipline en combat aérien, un manque d'entraînement anti-aérien. L'entraînement est réservé au seul équipage des avions en service, en raison de 4 heures de vol par avion et par mois, ce qui représente un minimum absolu. Un matériel utilisé en novembre 1942 par l'armée de l'air d'Afrique du Nord frisait l'obsolescence. La plupart des unités alignaient encore des avions de 1940, comme le de Hautine 520, le Curtiss H-75. Vous allez me dire, 2 ans, ce n'est pas grand-chose. Or, en 2 ans, à la même époque, si on compare les Anglais, en 1940, ils sont sur des Spitfire Mk1 et Mk2, et là, nous sommes sur des Spitfire Mk9. Pour la Luftwaffe, elle était sur Bf-109E, elle l'est à l'heure actuelle sur Bf-109G, ce qui n'est pas négligeable. La conférence d'Anfa. Dès le mois de septembre 1942, le réarmement de l'armée française est un sujet. Il y a des contacts discrets entre des personnalités françaises, militaires et civiles, et des représentants de l'armée américaine. Le 23 octobre 1942, ces prémices sont concrétisées au cours d'un entretien secret avec le général Clark, à droite de la slide, et le général Giraud, à gauche. De Gaulle, lui, va essayer auprès des USA, mais il se heurte à une fin de non-recevoir pour la moins brutale. En effet,
Roosevelt voit d'un mauvais œil ce général de Gaulle, il le prend pour un dictateur. Pour un réarmement, les Alliés demandent une opposition limitée lors du débarquement en Afrique du Nord, c'est l'opération Torque. Comme nous l'avons vu précédemment, la résistance fut nettement plus forte que ce qu'il avait été envisagé. Les conséquences immédiates est un sentiment de méfiance chez les Américains qui craignent que l'esprit de Vichy soit encore bien tenace. Le général Arnold, commandant en chef de l'US Army Air Force, fait part de sa très grande méfiance au regard des aviateurs français et réclame des preuves tangibles de leur loyauté avant de consentir à leur livrer le moindre avion. À un tel point, vous vous rendez compte que les Américains veulent que les pilotes français soient d'abord incorporés dans des unités américaines avant de former des escadrilles autonomes sous commandement US. Les pilotes français vont vite montrer leur loyauté. Un problème non négligeable va être la barrière de la langue. Capacité d'intégration et aptitude à la familiarisation avec le matériel américain. Les Anglais manifestent les mêmes réticences que les Américains. De ces prouesses va en découler le plan Mast. Alors c'est quoi le plan Mast? Le plan Mast prend son nom du général Mast, qui est un ami du général Giraud. Ce plan est irréaliste et peu adapté aux véritables possibilités de l'armée de l'air. En effet, le plan d'aide militaire nécessaire à la reconstitution des forces françaises était envisagé dès octobre 1942 lors d'un entretien de Churchill en Algérie. Entre le major général Clark et le général de brigade Mast, le général Giraud, futur commandant en chef et militaire en Afrique du Nord, aussi était présent. Les accords qui en résultent prévoient l'équipement des Français par les Américains, celui des Français libres restant assuré par nos amis britanniques. Le 14 janvier 1943, donc, s'ouvre la conférence d'Anfa, en banlieue de Casablanca, à laquelle participent Roosevelt, Churchill, Giraud et De Gaulle. L'amiral King et le général Marshall sont décidés de faire confiance aux Français. La question maintenant n'est plus de doit-on réarmer la France, mais de déterminer les quantités et les délais de livraison du matériel moderne. Le général Giraud demande la création d'une force aérienne comprenant 500 avions de chasse, 300 bombardiers, 200 avions de transport, soit un total de 1000 appareils. Les Américains revoient la baisse de moitié et soit environ 450 appareils. Le commandement de l'air française en Afrique du Nord est quant à lui optimiste, en avançant que ces forces aériennes peuvent être mises sur pied opérationnelles sur le terrain au 1er avril 1943. Le plus gros problème est l'aviation de transport, non par des avions, puisque la plupart peuvent arriver en Afrique du Nord par leurs propres moyens, mais de toute la logistique indispensable. Nous sommes en pleine bataille de l'Atlantique et le rendement de l'industrie aéronautique américaine n'a pas encore atteint le plein rendement. Les Anglais, eux, tirent sur leurs propres ressources. Ils vont être en mesure d'équiper 3 groupes de chasse. L'Air Chief Marshal Tender explique qu'il s'agit d'un effort exceptionnel et qu'il ne sera pas en mesure de renouveler. Seules les unités françaises basées en Grande-Bretagne et en AOF sont incluses dans le programme d'armement du War Office. En plus de la méfiance avec les Alliés, comme nous l'avons vu, il y a une autre méfiance. La méfiance entre les anciens des forces aériennes françaises libres et l'armée d'armistice. Le général Vallin, patron des forces aériennes françaises libres, aura un certain courage politique pour se mettre en retrait. Il permettra au général de Gaulle de faciliter la réunification et la réconciliation entre Français. Pour la petite histoire, qui est le général Vallin? Il se trouve à gauche de la slide. Vallin en 1940, il se trouve à Rio de Janeiro. Il rejoint la France libre en 1941. Il est lieutenant-colonel, l'officier le plus gradé de l'armée de l'air à Londres à cette époque, nommé colonel, puis général de brigade à titre temporaire. Il remplace le vice-amiral Mussolier, qui a commencé à former les forces aériennes françaises libres dès juin 40. Dès qu'il prend sa place en juillet 41, il crée aussitôt des groupes de chasse avec des noms de provinces françaises. Pourquoi? Tout simplement que lorsque les Français écoutent la BBC en France, ils entendent le Lorraine, par exemple, a bombardé telle ville. Que la France continue le combat, c'était le message. Donc il va créer des groupes de chasse, Île-de-France, Alsace, et des groupes de bombardement, Bretagne, Lorraine, etc. Il ne sera jamais mis en deuxième section. En effet, le 14 mai 54, il prend le rang et commandant d'armée aérienne et l'appellation générale d'armée aérienne maintenue en activité sans limite d'âge. Fait rare pour l'époque. Le 3 juillet, c'est acté. C'est le général Bousca, à droite de la slide, qui devient le premier chef d'état-major de cette nouvelle armée de l'air indépendante. Le général Bousca, 62 ans 43, mis en congé d'armistice en novembre 40, revient aux affaires 2 ans plus tard, comme commandant des forces aériennes d'Afrique du Nord.
Dès sa prise de fonction, il met en place les jeux de mutation, puisqu'évidemment, il y a une méfiance qui se engendre entre les anciens des FAFL et l'armée d'armistice. Des équipages Afrique du Nord vont rejoindre les groupes stationnés en Grande-Bretagne, au Levant et en Russie, et des équipages des forces aériennes françaises libres se retrouvent dans des groupes recréés en Afrique du Nord. La dispute est tellement importante que le 3 décembre, il décide, le général Bousca, de faire une note interdisant que soit abordé tout sujet de conversation ayant un caractère politique. Le lee and lest. Le plan 6 avait cours en 1939 de ce lee and lest, il sera inachevé pour des raisons bien évidentes. Par contre, le plan 7, lui, prévoit 29 groupes équipés de matériel moderne. Donc, ce que ça représente, pour la chasse, 14 groupes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 2 groupes en Angleterre et 1 groupe en Russie. Pour le bombardement, c'est 6 groupes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et 3 groupes en Angleterre. Pour la reconnaissance, c'est un seul groupe en Afrique du Nord. Aile de transport, 2 groupes en Afrique du Nord. En décembre 1942, des Curtiss P-40F, puis L Kittyhawk, sont livrés au groupe de chasse de 5 Lafayette, avec à sa tête le célèbre pilote Kostier-Rozanov. De janvier à juin, leur équipement d'origine américaine est lent. Plusieurs facteurs s'expliquent. La priorité à la formation des pilotes américains, la priorité au matériel destiné aux forces américaines en Grande-Bretagne. Il y a aussi cette forme de doute toujours aussi à l'égard de la loyauté de certains pilotes français. En effet, petite histoire, 2 pilotes de cette escadrille, donc du groupe de 5 Lafayette, quittent l'Afrique à bord de P-40 pour rejoindre Vichy. Les conséquences politiques et les opérations en cours ont un effet négatif pour l'unité pendant plusieurs semaines. En avril 1943, seuls sur les 90 chasseurs, 67 bombardiers et 60 avions de transport promis par les Américains, à peine une trentaine seulement sont livrés, de quoi armer un seul groupe. L'idée de former quelques groupes français sur Spitfire est finalisée dans les premiers jours de mai 1943. Mais elle repose sur un transfert en Grande-Bretagne en vue de les entraîner et de transformer sur ce type d'appareil d'une centaine de pilotes d'Afrique du Nord, dont la moitié serait choisie parmi les meilleurs et qui passeraient directement à l'entraînement tactique. Le 15 juin 1943, le réarmement est seulement de 126 avions. 90 P-39, 21 A-35, 15 UC-78. Par contre, les P-40 ne sont pas pris en compte car ils sont hors dotation. Ces moyens restant très inférieurs aux disponibilités en pilote et en navigants de l'aviation française. Les premiers P-39 qui sont livrés sont des P-39N. Ils sont livrés au groupe de chasse 1-4 Navarre, au groupe de chasse 1-5 Champagne et au groupe de chasse 3-6 Roussillon, avec une répartition égale de 25 appareils par unité, prélevés directement sur les stocks de l'armée américaine. À partir du mois de mai 1944, les N vont être remplacés par des Q complètement neufs. Le groupe de chasse 2-7, 1-3 et 1-7, appelés à former la première escadre de chasse, quant à elles sont équipés de Spitfire. L'armée de l'air est équipée essentiellement de matériel américain, P-39, des F-5 qui sont des P-38 en reconnaissance, des P-40, des P-47, des P-51 qui sont des F-6, des Boston, des B-26, des L-4, des C-47, Catalina, Dotless, etc. Et aussi du matériel anglais, Spitfire, Halifax, Sunderland, et du matériel russe, Yak-9 puis 3, ainsi que quelques avions récupérés de briquet de broc à droite et à gauche. La doctrine. Pour la France, par le biais du général Giraud et sa directive numéro 2, il constitue un corps de bataille accolé d'un corps blindé. Il y adjoint un corps aérien expéditionnaire. On se retrouve dans la même configuration de l'armée française de 40. On croit rêver. Le général Giraud est resté encore sur des doctrines de la campagne de France. Ces grandes unités aériennes totalement subordonnées au commandement terrestre, peu manœuvrables et difficiles à concentrer sur des points sensibles. Les Américains vont avoir beaucoup de mal à faire comprendre les erreurs du haut commandement. Bousca est du côté des Américains. Il ne comprend pas que Giraud n'ait pas compris. Il lui écrit un long mémorandum. Giraud n'est pas d'accord. Cependant, il y a tellement de pression qu'au mois de mai 1943, les Alliés font comprendre aux Français que leur armement de l'armée de l'air est subordonné à la création d'un commandement aérien français indépendant. Le 1er juillet, il a gain de cause, le général Bousca, puisqu'il accepte, le général Giraud, l'indépendance de cette aviation, à une seule condition, que le général Bousca ne cherche pas à obtenir aucune fonction politique et aéronautique navale
qui doit rester sous la coupe de la marine. On croit rêver. Les- les- le général Giraud, sa préoccupation est que le général Bousca n'ait pas des fonctions politiques. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vaincre l'Allemagne nazie. La formation. Il faut glisser ici un mot sur les écoles. En effet, si l'aviation veut jouer un rôle majeur à la libération de la France, il est donc impératif de développer des écoles. Alors, il va exister plusieurs écoles. Des écoles qui vont servir à des personnes qui sont déjà qualifiées. C'est l'école d'application, par exemple, du personnel navigant qui voit le jour le 1er janvier 1943 à Marrakech. C'est aussi l'école de l'air au Maroc, l'école de perfectionnement à Casbatagla et l'école de tir et de spécialité à Agadir. À côté de ça, en parallèle, les Américains, eux, vont ouvrir leurs portes aux écoles de Crickfield pour les futurs chasseurs et Tunnerfield pour les bombardiers aux États-Unis. Quant aux Anglais, ils installent des centres de transformation pour les avions britanniques à Sétif, pour les chasseurs américains à Berthoud et les bombardiers américains à Tellermatt. La chasse. L'objectif de cette nouvelle armée de l'air est d'aller combattre le plus rapidement possible, comme vous l'avez bien compris. Pour cela, elle doit se remettre à niveau. Les pilotes expérimentés et former les jeunes pilotes. Certaines unités, comme le groupe de chasse 3-6, s'organisent avec, dans une escadrille, que les pilotes confirmés et dans une autre, que les jeunes avec quelques moniteurs. Afin d'être dans le même format que l'US Army Air Force, chaque groupe crée une troisième escadrille. Mais malheureusement, le manque de matériel et de pilotes contraint l'armée de l'air à se calquer au squadron britannique à 12 avions par escadrille, plus l'avion du commandant. Par manque d'officiers supérieurs et pour aussi rajeunir cette armée de l'air, les escadres sont commandées par des commandants, les groupes par des capitaines et les escadrilles à des lieutenants. Cette organisation sera en place jusque dans les années 60. Les unités de bombardement ont particulièrement souffert lors du débarquement en Afrique du Nord des Alliés. Le matériel est à bout de souffle. Elle est constituée en 1943 de 16 unités hétéroclites avec un matériel d'un autre âge, des dinosaures. Les unités seront vite transformées et opérationnelles pour la campagne d'Italie en particulier. L'évolution de la reconnaissance et de l'observation. Pas prévu au départ dans les plans américains d'origine, un lieutenant-colonel américain, fils du président Roosevelt et commandant du Northwest African Photo Reconnaissance Wing, sollicite des Français, car son unité est surchargée de travail. En effet, elle comporte que 2 groupes américains et 2 escadrons britanniques. Les unités de reconnaissance françaises, dont fera partie notre célèbre Antoine de Saint-Exupéry, seront sous les ordres du 3e Reconnaissance Group. À compter du 12 juillet 1943, les reconnaissances françaises est opérationnelle. Elle comporte qu'une seule unité avec 2 escadrilles qui forment le groupe de reconnaissance 233. Le transport. Après l'opération Torque, l'aviation militaire de transport française n'existe plus ou quasiment plus. Hormis le groupe de transport 215 qui dispose de 2 Potez 650, dont un sera détruit le 21 novembre, et de 15 Potez 540, dont seulement 9 de disponibles. Et il y a aussi le groupe de transport 315 qui sont équipés de Léo 451. Par contre, et il faut le souligner, il existe de nombreuses sections de liaison qui assurent le transport de personnalités, de courriers, ainsi que le ravitaillement des postes éloignés et les évacuations sanitaires. Le transport aérien civil a joué un rôle important dans les liaisons à longue distance. Ce rôle fut assuré par Air France et les lignes aériennes militaires. Le 19 avril 1943, le personnel civil est militarisé pour la durée du conflit. Cette mesure sera effective en juillet de la même année avec la création du RAMF qui veut dire Réseau aérien militaire français. Le 27 février 1944, toutes les compagnies civiles sont militarisées. Le matériel reste très hétérogène pendant toute la durée de la guerre. Les opérations. Le groupe de chasse de 5 Lafayette va être le premier engagé le 20 février 1943 lors de la campagne de Tunisie. Le bilan va être très lourd. 4 pilotes tués, dont 2 au sol, 3 blessés, pour 7 victoires aériennes. Ce bilan va conforter les Américains que les aviateurs français doivent impérativement se remettre à niveau avant de repartir en opération. Les Britanniques, quant à eux, ont puisé dans leurs réserves, comme je le disais tout à l'heure, pour transformer le groupe de chasse de 7 sur Spitfire Mk5B. Le 13 mars, ce groupe aligne 14 Spitfire, il est rattaché au 324e Wing du Wing Commander Gilroy. Le 7 mai, il reçoit pour sa première mission de guerre de mitrailler le terrain de la Cebala.
Le bilan est de 3 ME-323 et d'un Focke-Wulf 190 détruits au sol. Fin mai 1943, ce groupe de chasse 2-7 et le 2-5, sous la houlette du 323e Wing britannique, ont pour mission la protection des convois durant toute la journée et alternent un jour sur deux. Il n'est pas à vous cacher que les pilotes français vont vite détester ce type de mission. Mais c'est un passage obligé pour former les aviateurs français à la discipline de la Royal Air Force avant de pouvoir les engager sur de nouveaux fronts. Malgré cette présence de l'aviation allemande, les combats se font rares. Les pilotes craignent de perdre leur formation au dogfight, ce qui explique qu'entre 1943 et 1945, les rares victoires aériennes seront remportées par des rencontres fortuites. Les Britanniques ne voulaient pas confier des missions de supériorité aérienne à cette nouvelle armée de l'air. Le travail intensif fatigue le matériel, évidemment. Et avec un ravitaillement faible de pièces de rechange, la DTO des avions est très faible. Donc impossible de former des jeunes pilotes. Seuls les moustachus sont capables d'effectuer des missions de guerre, ce qui fatigue aussi les personnels. Le groupe de bombardement n'en est pas en reste. En effet, les groupes de bombardement 1-21, 1-22, 2-23 et 1-25 sont engagés, comme je disais tout à l'heure, dans la campagne de Tunisie, avec 29 Léo 451. Du 19 mars au 5 mai, ils réalisent 97 missions de guerre. Les conditions d'emploi du matériel seront surveillées étroitement avec des conséquences lourdes pour les commandants d'unités et les officiers mécaniciens si le nombre d'accidents est jugé trop élevé. En effet, le groupe de chasse 3-6 va en faire les frais. La maintenance de ces P-39N est très difficile. Il n'y a pas de documents techniques, même en anglais, la lenteur du ravitaillement qui contraint les mécanos à faire comme ils peuvent, donc du cannibalisme, systématiquement. On prend les habits de Paul pour habiller Pierre. Après plusieurs accidents, dont la mort du célèbre lieutenant Le Glohan le 11 septembre 1943, le groupe est interdit de vol. L'enquête américaine du commandement américain conclut que un mauvais entretien du matériel est lié à ces incidents et ces accidents. Les sanctions ne tardent pas. Mutation du commandant de groupe, de son adjoint et de l'officier mécanicien. Revenons à la campagne de Corse. Quand elle s'achève, le succès est mitigé. En effet, 526 sorties, 800 heures de vol avec 17 victoires aériennes entre le 17 et le 30 septembre 1943. Mais ils n'ont pas empêché l'effet majeur, c'est-à-dire que les Allemands évacuent en bon ordre pour la Sardaigne et l'Italie. Au début de l'année 1944, le groupe de chasse 1-3 et 1-7 sont sollicités régulièrement pour l'escorte des bombardiers américains en Italie. Ça y est, avril 1944, ils survolent enfin le territoire français. Mi-avril 1944, ils inaugurent une nouvelle tactique qui consiste au mitraillage au sol derrière les B-25 qui lancent des bombes à retardement. Début juin 1944, après avoir été employés dans le bombardement piqué depuis la mi-mai, les Spitfire du groupe de chasse 1-3 et 2-7 sont à bout de potentiel. Leur usure entraîne un taux de disponibilité très bas et donc se répercute sur le taux de mission rempli. Les Américains exigent que le commandant Papin à la Bozardière soit relevé de son commandement de la première escadre. Pour les Américains, c'est de leur faute. C'est de sa faute. Le 6 juin 1944, injustement, nous parlons toujours des commandos Kiefer comme les seuls Français à prendre part au débarquement en Normandie. Or, sans démériter leur courage et leur action, l'armée de l'air était aussi présente lors de l'Overlord. Elle ouvrira les hostilités avec le groupe Lorraine. Ce dernier lance des fumigènes et des marquages Penfinger avec ses Boston. L'armée de l'air prendra une part aussi dans le débarquement en Provence. Certes, le haut commandement français n'a aucune latitude pour déterminer les objectifs aériens et pour peser sur le déroulement des opérations, puisqu'elle ne va engager que 212 avions répartis en 8 groupes sur les 5000 aéronefs de cette opération. Plus loin vers l'est, le groupe de chasse Normandie, d'origine Force aérienne française libre, a vu le jour en septembre 1942. Il sera opérationnel en 1943. Ce groupe formé de combattants mixtes trouve une cohésion dans le combat contre la Luftwaffe. Elle aura marqué, par le sang versé, une relation franco-russe encore bien présente en 2020. Vous pouvez admirer un Yak 3 au musée de l'air et de l'espace. Fin février 1943, le commandant Tulan vient de remplacer le commandant Pouligen. Le 5 avril 1943, les premiers combats, 2 Focke-Wulf 190, sont abattus, ainsi que 3 autres 8 jours plus tard, mais au prix de 3 disparus.
Les missions s'enchaînent, les victoires et les pertes aussi. Le 7 mai, soit 3 mois après, la situation est dramatique, il ne reste plus que 10 pilotes. Le moral est en chute libre. Il faudra attendre le mois de juillet pour voir arriver d'autres pilotes et 12 Yak 9. En juillet, en une semaine, le Normandie effectue 112 sorties, avec un bilan de 17 victoires, mais pour 6 pertes, dont le commandant Tulan. Un an après sa création officielle, le Normandie affiche 72 victoires confirmées et 9 probables, mais avec 25 pilotes tués, blessés, disparus ou prisonniers. Sur les 12 pilotes restants, 4 seulement sont là depuis le début du conflit. En décembre 1943, 52 nouveaux pilotes viennent rejoindre les rangs. Le groupe de chasse Normandie est transformé en régiment à 4 escadrilles qui vont porter les noms de Rouen, Le Havre, Cherbourg et Caen. Ils sont équipés de Yak 9. Le moral de l'unité remonte grâce à l'accumulation des victoires aériennes. Les combats d'août 1944 sont âpres, mais le Normandie est remarquable durant toute la campagne. Staline leur donne le droit de porter le nom de ce fleuve si difficile à franchir. À partir de ce jour, le régiment Normandie devient le régiment Normandie-Niemen. Septembre 1944, les opérations se tournent principalement vers des objectifs au sol, mais pour un court instant. La chasse libre reprend ses droits le 17 septembre. Elle totalise en décembre 1944 95 victoires. Le 20 juin 1945, au Bourget, le peuple français en liesse accueille le régiment présent, un palmarès les plus élogieux. 5240 missions, 4543 heures de vol, 869 combats aériens, 273 victoires confirmées, 36 victoires probables, 43 avions endommagés au combat aérien et 2 détruits au sol, 62 locomotives, mais elle le paye avec la perte de 42 pilotes. Au total, 40 Yak 3 sont gracieusement offerts par Staline. De 1943 au 14 août 1944, l'armée de l'air totalise 52 victoires confirmées sans le Normandie-Niemen que je viens d'évoquer. En 1945, l'armée de l'air avec plus de 40 escadrons et 150 000 hommes atteint son apogée. Le 8 mai, nombre d'unités et de personnel volent encore sous le commandement tactique de la Royal Air Force, et cela jusqu'au 24 novembre 1945. Le 5 juillet 1945, l'armée américaine aura fourni, d'après l'US War Department, 1417 appareils. Pour une raison que je ne connais pas, ce War Department ne prend pas en compte les P-40, F-5 et F-6. À la fin de la guerre, le redémarrage de l'industrie nationale aéronautique va repartir rapidement. Des appareils allemands seront expérimentés comme le NK-177 ou le NK-162, le ME-262, le Dornier 335, etc. Les chaînes d'assemblage vont redémarrer d'abord avec des avions allemands qui étaient construits durant la guerre en France. Ils changeront de nom, évidemment. Le Focke-Wulf 190 deviendra le NC-900, le ME-108, le Nord 1100, etc. 4 ans après la guerre, le Dassault Ouragan, avion quasiment 100% français, sans le réacteur, décolle. Mais cela est une autre histoire. Je voudrais remercier M. Béchenec pour le dessin du P-39 que vous avez vu défiler pendant toutes ces slides, Aérojournal pour les dessins représentés dans cette conférence, ainsi que les dessins de Tradition Air. Je remercie de m'avoir écouté, merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.